Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information à la une de ce journal. Adoption de la seconde loi de finances rectificative, le directeur général des impôts communique sur la pertinence de l'instauration des nouvelles taxes. Blocage des travaux de construction de l'université Ouagadougou. Bientôt, un comité interministériel sera mis en place pour se pencher sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de l'ouvrage. Attribution de place au marché Toessin, des commerçants qui se sentent lésés ont manifesté ce matin devant la mairie de l'arrondissement numéro 3. Et nous débutons cette session d'information avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Le gouvernement a adopté un décret portant mise en délégation du service public de la gestion de l'aéroport de Doncin. La mise en place d'une société mixte pour la gestion du projet a aussi été annoncée. Le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danginou, s'exprime au micro d'Ibrahim Zongo. Stratégie révisée de mise en délégation des services publics et de gestion de l'aéroport international de Ouagadougou-Doncin. Il faut savoir que ce projet-là doit atteindre peut-être 2013-2020. Donc nous avons adopté donc par décret une mise en délégation à travers la création d'une société mixte qui va être, dont le capital sera réparti comme suit, 60% à l'opérateur industriel, 25% aux privés nationaux, 10% à l'État et 5% à la SECNA. Il s'agit d'un financement total de 382 milliards de francs CFA. Et l'idée, c'était donc d'avoir la souplesse d'une société qui est de droit privé pour permettre donc à l'État de continuer quand même à avoir un œil sur le développement de ce projet-là et à préserver l'intérêt national. Au titre du ministère des Finances, nous avons juste deux éléments. C'est une ordonnance de ratification d'un accord de financement conclu donc avec l'Association internationale de développement qui vise en fait le financement d'un projet de transport et de développement des infrastructures urbaines d'à peu près 100 milliards de francs CFA. Nous avons également l'autorisation de passation d'un gré à gré avec Eutelsat dans le cadre de la couverture TNT du pays pour rester dans les délais qui nous ont été fixés dans le cadre de ce passage de la TNT là. Pour terminer, donc, au titre du ministère des Mines, nous avons deux conventions qui ont été adoptées. Une avec donc, la société Conquera SA pour une durée d'exploitation de 7 ans et une avec la société Orzone Bomboré SA pour une durée de 10 ans. Le Premier ministre Paul Kabatieba a un nouvel aide de camp. Le capitaine Moïse Moussa Mwenpanga Kaboré a été nommé ce jeudi à ce poste en remplacement du commandant Edmond Sakana. Et rappelons que ce dernier a été tenu pour responsable de la perte des 25 millions de francs CFA durant le voyage du chef du gouvernement en Chine, Taïwan. La suite de ce journal, les nouvelles mesures prises à l'issue de l'adoption de la seconde loi rectificative de la loi de finances ont été expliquées ce matin par le directeur général des impôts. Les taxes sur les importations de voitures, sur les propriétés bâties et non bâties, sur l'alcool entreront en vigueur dès le 1er septembre 2016. Samba Kassile Traoré. L'impôt demeure la principale source de financement de l'action publique au Burkina Faso. Voilà pourquoi, à travers une loi de finances rectificative, de nouvelles mesures ont été prises. Des mesures jugées nécessaires par le directeur général des impôts lors d'une conférence de presse. Donc cette conférence de presse a pour objet de donner l'information sur les mesures nouvelles qui ont été adoptées lors de la loi de finances rectificative numéro 2. Pour expliquer à nos populations, aux concitoyens et aux contribuables le bien fondé donc, de ces nouvelles taxes qui ont été instituées et comment ces taxes-là vont être recouvrées sur le terrain. Ces nouvelles mesures de la loi de finances rectificative ne sont appliquées à la source sur les gains des paris et ceux des jeux de hasard à partir de 100 000 francs CFA. Les importations sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux, sur les propriétés bâties et non bâties et sur les boissons à hauteur de 25%. Cependant, ces mesures ne s'appliquent pas dans toutes les zones.
Ça dit que c'est une taxe sur les propriétés bâties, quel que soit leur usage. Donc les bâtiments à usage commercial, quel que soit l'usage du commerce qui est exécuté dedans, seront effectivement imposés. La taxe sur les propriétés bâties et non bâties concerne les zones aménagées, uniquement les zones aménagées. Donc ça ne concerne pas les populations qui vivent dans les villages et qui vivent également dans les zones non aménagées, ce qu'on appelle communément les zones loties, non loties. Ces 4 mesures entrent en vigueur dès le 1er septembre 2016 et le directeur général des impôts dit espérer la bonne compréhension de la population pour l'application de ces mesures. Que pensent les fonctionnaires burkinabés du projet de la création d'une caisse de dépôt et consignation? La question, nous la leur avons posée. Le sondage révèle que beaucoup d'entre eux n'y voient aucune objection, à condition que l'État respecte ses engagements. Ces différents propos ont été recueillis par Samba Kassile Traoré. Le Premier ministre Paul Kabatieba, lors de sa rencontre avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, a proposé à ces derniers la centralisation par l'État des ressources issues de la cotisation des travailleurs du public et du privé dans une institution pour une utilisation d'intérêt général, telle la construction des routes ou des hôpitaux. Certains travailleurs cotisant pour leur retraite saluent cette initiative du gouvernement. Bon, effectivement, on trouve que c'est une bonne chose. Bon, voilà, du moment où on cotise pour constituer la carrière, c'est-à-dire bon, l'argent est là posé, ça ne sert à rien pour l'instant. Bon, je trouve qu'emprunter de l'argent pour une bonne cause, notamment à la construction des routes et des caniveaux, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Ils peuvent l'utiliser pour l'instant et quitte à respecter leur engagement, comme ils disent qu'après ils vont rembourser, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Bon, je pense que, vu que nous sommes dans un pays pauvre, bon, tous les sources de financement sont la bienvenue. Je pense que bon, cette décision du gouvernement pour utiliser les cotisations des fonctionnaires à des fins d'intérêt public, là, bon, je pense que du moment où c'est des fonds qui ne sont pas mis à la disposition des fonctionnaires immédiatement et que c'est des trucs à long terme, je pense que bon, je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'État utilise ces fonds-là pour des travaux d'intérêt général du moment où ces fonds seront mis à la disposition des fonctionnaires qu'à sa retraite. Je pense que c'est tout à fait normal. Je ne trouve pas d'inconvénient du moment que le gouvernement disait comme c'est un crédit, il veut emprunter l'argent pour le bien public. Donc je ne trouve pas d'inconvénient comme c'est remboursable. Donc je me suis dit que ça va droit au cœur. Néanmoins, tous disent espérer que le gouvernement respectera sa parole, selon laquelle ces ressources seront reversées à temps voulu. Le Premier ministre Paul Kabatieba juge inacceptable l'état de stagnation dans lequel se trouve le chantier de l'université Ouagadougou. Les difficultés liées à la finalisation de cet ouvrage ont été évoquées au cours d'une réunion avec les ministres en charge de l'enseignement supérieur, celui de l'urbanisme et des présidents d'université. Plus de précisions avec Mahamad Sangari. Le chef du gouvernement, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, celui de l'urbanisme et de l'habitat et les responsables d'université autour de la même table. Au cœur de leurs échanges, les difficultés qui freinent l'ouverture des locaux de l'université Ouagadougou. Il n'est pas acceptable que l'université de Ouagadougou persiste dans cette situation de stagnation. Et que près de 12 500 à 13 000 étudiants continuent à errer dans les locaux de la ville, sans bâtiment. Il n'est pas acceptable également que l'État ait investi autant d'argent sur ce site, qui devait être l'un des fleurons de notre enseignement supérieur, dans l'indifférence totale et dans le silence coupable de tout le monde, puisqu'on ne fait rien. Ces échanges ont ainsi permis de faire l'état des lieux de la construction de la dite université. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont démarré, il y en a même qui sont achevés, mais que depuis 2013, plus rien n'a pu se faire parce que les populations se sont opposées à la poursuite des travaux, estimant qu'il y avait des emprises possibles sur leurs champs, sur leurs habitations,
etc., etc. Et puis il y a plusieurs villages qui sont concernés. Pour permettre le déblocage des travaux, un comité interministériel sera bientôt mis en place. On fait 6 ou 7 ministères avec un représentant personnel du Premier ministre, l'administration territoriale, les finances, l'habitat et l'urbanisme, bien sûr l'enseignement supérieur. Donc il faudra un recensement de toutes les populations qui prétendent avoir des droits sur cet espace-là. Il faudra évaluer le montant financier qu'il faut, il faut négocier et il faut trouver l'argent pour payer. La supervision des travaux de ce comité sera donc assurée par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Poursuivant en diplomatie et relations internationales, la 5e promotion de l'Institut des hautes études internationales est prête à servir son pays. Ils sont 12 jeunes formés en diplomatie et en relations internationales à avoir reçu ce matin leur diplôme de fin de formation. Ces nouveaux impétrants se disent prêts à travailler afin que la diplomatie burkinabé continue de briller. Le compte rendu est de Micheline Guigma. Diplôme à main, ces étudiants au nombre de 12 viennent de parvenir avec succès à la fin de leurs 2 années de formation au sein de l'Institut des hautes études internationales INEI. Formés à la diplomatie et aux relations internationales, ils sont prêts à servir dans le monde de la diplomatie. C'est une tradition de formation des élèves conseillers des affaires étrangères. Ils ont eu 2 ans de formation, ils ont obtenu de bons résultats, vous les avez entendus. Tous ont eu des mentions assez bien et très bien. Et c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Ça veut dire que nous avons des compétences, vraiment de vraies compétences sur le marché. Mais comme on l'a dit, ce qu'on apprend à l'école, ça ne suffit pas pour un diplomate. Il faut encore d'autres qualités. On les a citées. Il faut une bonne capacité d'analyse, de la courtoisie, mais aussi de la fermeté, puisque dans les positions qu'ils vont défendre, puisqu'ils doivent défendre les positions de leur pays, c'est-à-dire notre pays, le Burkina Faso. De leur côté, les étudiants en fin de cycle promettent de tout mettre en œuvre pour le rayonnement de la diplomatie burkinabé. L'ambition qui anime tout nouveau sortant d'une prestigieuse école comme l'INEI, c'est de pouvoir se mettre tout de suite à la disposition de l'administration. Nous mettrons en pratique ce que nous avions appris à l'école avec l'aide de nos dévanciers, avec l'aide des responsables du ministère des Affaires étrangères, afin que la diplomatie burkinabé continue de briller. Dans un contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste, les impétrants de la 5e promotion de l'INEI ont choisi comme nom de baptême stabilité et intégration. Cette cérémonie de sortie de promotion a connu le parrainage du consul honoraire de la République togolaise qui a de ce fait doté chacun de ses filleuls d'un nouvel ordinateur. Des commerçants du marché Toué-Saint-Yard ont observé ce matin un sit-in devant la mairie de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou pour exprimer leur mécontentement. Ils demandent à ce que l'attribution des places et hangars dans le marché soit réétudiée, la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire dénonce une marginalisation de certains commerçants. Suivons ce reportage de Hassan Nakro. Feuilles en main contenant les différents points de revendication bloquant l'entrée principale de la mairie de l'arrondissement numéro 3. Ces manifestants, essentiellement des commerçants, avec à leur tête la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CDIP, disent être marginalisés quant à l'attribution des places et hangars au niveau du marché de Toué-Saint. Nous sommes là ce matin pour exiger la satisfaction de la plateforme revendicative des commerçants lésés de Toué-Saint-Yard. Ce que nous revendiquons, il y a des personnes recensées non attributaires, c'est-à-dire le recensement qui a été fait par la commission d'attribution de places et hangars à Toué-Saint-Yard. Il y a des gens qui ont été recensés mais qui n'ont pas eu de place. Il y a également des gens dont le recensement en tout cas n'a pas pris en compte, c'est-à-dire ceux qui sont en location. Il y a également les doubles attributions et les triples attributions, c'est-à-dire qu'ils ont donné une place à 2 ou 3 personnes.
Voilà, donc pendant longtemps, nous avons suivi la question depuis que la délégation spéciale était là. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas encore un solutionnement. Et pourtant, des solutions sont en cours selon le deuxième adjoint au maire de l'arrondissement numéro 3. Nous avons rencontré le comité de gestion qui a été chargé du recensement et des attributions des hangars au niveau du marché. C'était le 3 août, pour avoir une situation claire et l'historique de ces attributions-là. Pour que nous puissions faire le point avec le rapport de la coordination qui nous est parvenu et qui faisait ressortir des commerçants non attributaires. Donc c'est ce rapport que nous attendons pour pouvoir faire un travail de fond et ressortir tout ce qu'il y a comme irrégularité éventuellement. Le lundi, dès que j'ai eu vent de leur intention de manifester, j'ai appelé le président de la coordination pour lui demander de surseoir à leur sitting parce que leur dossier est en traitement et je lui ai fait le point sur la rencontre que nous avons eue le 3 août avec le comité qui a géré le marché. Chose que le président de la coordination n'a pas fait et a maintenu le sitting de ce jeudi 11 août 2016, faisant croire à la mairie qu'il est déjà trop tard de surseoir à cette manifestation. Mais du même coup a rassuré la mairie qu'il s'agira d'un sitting en guise d'information sur la suite du dossier. Autre actualité, la rue 443, 6 au secteur 4 de l'arrondissement 1 de Ouagadougou, porte désormais le nom du professeur Ali Lankwandé. Sa mémoire a été immortalisée ce matin au cours d'une cérémonie à la Cité en 2. Proches, amis, connaissances et autorités communales étaient présents. Et rappelons que le professeur Ali Lankwandé fut le président du PDPPS et compagnon du professeur Joseph Kizerbo. Le personnel féminin de la police municipale a répondu à l'appel du centre régional de transfusion sanguine. Les agents ont initié ce matin une opération de don de sang pour contribuer à sauver des vies. Leur acte salvateur a été salué par le directeur de la police municipale, Jean-Marie Ouedraogo, qui a lui-même donné son sang. L'Iradon Philippe Ada. En ordre de bataille, ces femmes détenues prêtent main forte au Centre national de transfusion sanguine de la région du Centre. La cible, l'anémie et tous les autres besoins en sang en cette période de forte demande. Nous avons constaté qu'au niveau des services de santé, on rencontre beaucoup de difficultés, surtout en cette saison pluvieuse, où on rencontre beaucoup de cas de paludisme. Voilà, donc nous avons pris cette initiative d'apporter aussi notre petite aide à la banque de sang, voilà, pour sauver aussi certaines vies qui auront peut-être besoin du sang, voilà, pour retrouver la santé. Cette initiative constitue pour le personnel féminin de la police municipale de Ouagadougou un cri de cœur. Un cri de cœur entendu par leurs collègues hommes avec à leur tête le directeur. C'est pour sauver des vies. Et quand on pense qu'en donnant son sang, on sauve la vie d'autrui, il n'y a rien de plus heureux que de le faire. Donc je trouve que c'est bien de donner son sang pour sauver la vie d'un malade. Au total, 50 poches de liquide vital vont être recueillies à cette opération, de quoi réjouir le cœur du responsable du CRTS du centre qui se félicite par ailleurs de l'initiative des policières municipales de Ouagadougou. Parce qu'elles ont été sensibles à l'appel du centre et également à la souffrance de leurs sœurs. Disons-le, 70% des poches de sang sont utilisées par les femmes, pratiquement. Soit pour l'accouchement, soit pour les différentes interventions. Et cela, malheureusement, elles ne peuvent pas être les plus grands donneurs. Ce sont les hommes qui doivent vraiment soutenir. Mais on tarde parfois à prendre la décision. Et elles ont décidé aujourd'hui encore d'associer leurs collègues hommes. Et vous avez vu le directeur lui-même qui était là pour organiser cette collecte de dons de sang. Nous ne pouvons que saluer et appeler toutes les structures qui peuvent vraiment organiser une collecte de dons de sang à le faire. Le personnel féminin de la police municipale de Ouagadougou est regroupé en association à l'image de leurs sœurs des forces armées ou de la police nationale, avec comme objectif travailler à l'épanouissement de l'autre moitié du ciel au sein du corps.
Des jeunes burkinabés se solidarisent des malades en manque de sang. En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, une coalition d'associations de jeunes a organisé ce 11 août une opération de don de sang. Ce sont au moins 200 poches qui sont attendues d'ici demain pour venir en aide aux malades anémiés. Le reportage est signé Ibrahim Zongo. À l'orée de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le vendredi 12 août, la jeunesse burkinabé a voulu marquer d'une pierre blanche cette journée à travers sa partition. Et cela à travers cet acte salvateur posé ce jeudi 11 août 2016 au Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Ce don de sang s'inscrit dans les activités, c'est une activité de cette Journée internationale de la jeunesse que la coordination et de la coalition de la jeunesse et des organisations de la jeunesse au Burkina veut en tout cas célébrer, veut marquer d'une pierre par rapport à ce qui se fait d'habitude chaque année. À l'appel des jeunes sont sorties plusieurs personnes et à notre passage aux environs de 11 heures au Centre national de transfusion sanguine, une soixantaine de poches de sang étaient déjà collectées. Une initiative saluée par les donneurs spontanés qui, sur place, ont découvert cet acte de la jeunesse. Je trouve vraiment l'action salutaire de la part d'une association. Parce que de nos jours, quand même, quand souvent on voit les associations, souvent c'est querellé, c'est autour des financements des partenaires. Mais voir une association vraiment venir faire un don de sang en cette période d'hivernage, quand même, je trouve ça salutaire. Et ce n'est pas le directeur du Centre régional de transfusion sanguine qui dira le contraire. Le besoin actuellement, il est énorme. Quand vous prenez cette période-là, donc la consommation est multipliée par 3, parfois même voire 4. Donc au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'environ 300 poches par jour pour donc Ouagadougou, pour répondre aux besoins des hôpitaux de Ouagadougou et de certaines villes environnantes qui viennent s'approvisionner au niveau du centre régional de transfusion de Ouagadougou. Donc c'est vous dire que le besoin est là. Et quand vous regardez donc les jours ordinaires, ceux qui viennent donner le sang, donc au niveau des sites fixés, on est en moyenne à 30 à 40 poches par jour. Cette opération de don de sang, initiée par la coalition d'associations de jeunes, se déroule les 11 et 12 août 2016 au centre cardinal Paul Zungrana et à terme vise à collecter au moins 200 poches de sang pour venir en aide aux personnes anémiées. La jeunesse burkinabé est appelée à s'investir dans l'entrepreneuriat. Le Larlé Naba Tigré leur a été présenté comme modèle d'entrepreneur. En marge de la Journée internationale de la jeunesse prévue demain, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, a organisé cet après-midi au profit des jeunes une visite de l'usine et du champ de Jatroufa du Larlé Naba. Ouarda Derafa, organisatrice de l'activité, s'exprime au micro de Cheikh Omar Bandaougou. Il s'agit de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, donc l'édition 2016, dont le thème de cette année est en route pour 2030, éradication de la pauvreté et développement durable, et en particulier donc l'objectif de développement durable 12, consommation et production durable. C'est ce qui nous a amené ici, dans l'usine de production de biocarburants du Larlé Naba Tigré, qui a eu la gentillesse et l'amabilité de bien vouloir nous accueillir. Au niveau du système des Nations Unies, comme du programme VNU, nous avions beaucoup à cœur de pouvoir mettre en présence la jeunesse active du Burkina Faso, qui est là, qui existe, qui est dynamique, qui l'a prouvé à de nombreuses reprises, avec des seniors, des gens qui ont l'expérience, des gens qui ont le réseau aussi et qui peuvent partager les bonnes pratiques, les bonnes idées, échanger aussi avec la jeunesse et donner les bons conseils. Donc il s'agit effectivement ici de parler de l'exploitation agricole durable et puis surtout des opportunités qui peuvent être créées dans l'exploitation des ressources naturelles qui sont bonnes pour le développement durable du Burkina Faso, qui sont bonnes pour l'environnement, mais qui sont aussi bonnes économiquement pour la jeunesse burkinabé. Et ça nous tenait en tout cas effectivement en priorité pour nous, de pouvoir permettre à ces jeunes d'exploiter ces opportunités avec l'appui du gouvernement et avec l'accompagnement du système des Nations Unies.
Actualité hors de chez nous, plus de 7 millions de Zambiens étaient attendus aux urnes tout au long de cette journée pour élire leur futur président. Parmi les 9 candidats en lice, le président sortant et son principal opposant sont les grands favoris. Et outre l'élection présidentielle, ce scrutin a plusieurs enjeux. Le récit est de Cheikh Omar Bandaou. Dès 6h, 4h GMT, les bureaux de vote ont ouvert un peu partout en Zambie. 7 millions d'électeurs sont appelés à choisir un président au cours du scrutin où 2 hommes, le sortant Edgar Lungu et son principal opposant Hakainde Hichilema, sont donnés favoris. 9 candidats sont en liste dans ce scrutin qui devrait se résumer à un remake du duel de l'an dernier entre Edgar Lungu du Front patriotique FP au pouvoir et Hakainde Hichilema surnommé HH, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti uni pour le développement national UPND. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Nous allons écrire l'histoire. Nous allons rassembler notre pays de nouveau. Nous allons réunir le pays dans la prospérité et dans l'équité. Les Zambiens votent 18 mois seulement après la dernière présidentielle organisée pour terminer le mandat de Michael Sata, décédé d'une maladie dans l'exercice de ses fonctions en octobre 2014. Lors du meeting de clôture mercredi, le vice-président de l'UPND a vivement critiqué l'action du gouvernement. En 2011, ils avaient promis de donner de la nourriture aux Zambiens, de créer des emplois pour les Zambiens, de baisser les impôts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contraire. Raison de plus pour bénéficier de la confiance du peuple. Nous allons gagner cette année. Personne ne va perdre. HH est en train de l'emporter. Ce que nous attendons de HH, quand il formera le gouvernement, au moins nous avons vu tous les problèmes auxquels les Zambiens sont confrontés, auxquels les policiers sont confrontés. Il faut qu'il règle tout ça. La Zambie vote également ce jeudi pour élire ses députés et ses conseillers municipaux et pour un référendum sur une modification de sa constitution. Les premiers résultats sont attendus entre vendredi soir et samedi. En République démocratique du Congo, l'opposant Étienne Tshisekedi reprend en main son parti. Il a débarqué son numéro 2, jugé trop complaisant vis-à-vis du camp du président Joseph Kabila. Et selon des sources, Bruno Mavungu, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, était favorable au dialogue voulu par le président Joseph Kabila. Ce limogeage semble confirmer une radicalisation des positions d'Étienne Tshisekedi. Le Fonds monétaire international FMI a trouvé ce jeudi un accord préliminaire avec le gouvernement égyptien pour un prêt d'environ 12 milliards. Cet accord doit encore être approuvé par le conseil d'administration du FMI. Il concerne un mécanisme élargi de crédit d'une durée de 3 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.